Concentration plasmatique obtenue pour désir de protéase ou pour la névirapine et l'efavirenz. Vous voyez, en ordonnée, c'est une échelle logarithmique. Et malgré tout, malgré l'échelle logarithmique, vous voyez la très très grande variabilité des concentrations des médicaments en fonction des patients. Alors, est-ce que cette variabilité des concentrations a des conséquences? Oui, car pour la plupart des médicaments, il y a une relation entre la concentration du médicament et son efficacité ou son effet indésirable. Ici, vous voyez pour l'efavirenz, la relation entre les concentrations plasmatiques en abscisse et la probabilité de succès. Eh bien, vous voyez, plus que les concentrations augmentent, plus la probabilité de succès est importante. Et au contraire, plus les concentrations augmentent, plus la probabilité d'effet indésirable, par exemple une neuropsychiatrique, augmente, ce qui permet de définir un intervalle thérapeutique ici entre 1 et 4 mg par litre. Donc, pour la plupart des médicaments, il y a une relation entre la concentration et l'efficacité, d'où l'importance de maîtriser ces facteurs de variabilité pour essayer d'obtenir les concentrations optimales. Alors, vous voyez une autre étude de notre équipe qu'on a publiée, qu'on a montrée à la CROI il y a la semaine dernière. Vous voyez ici, quand on prend en compte les concentrations des trois études qu'on a fait au Burkina, des trois concentrations d'efavirenz, de dianosine et de l'amulvidine, eh bien, vous voyez que quand on prend un score global, on arrive extrêmement bien à prédire la probabilité de succès ou d'échec en fonction de ces concentrations plasmatiques. Donc, quels sont les facteurs qui interviennent dans la variabilité? Il y en a plusieurs. Il y a l'âge, le nouveau-né, l'enfant ou la personne âgée, le terrain génétique, tout ce qui est pharmacogénétique, les traditionnels et le poids, les interactions médicamenteuses, l'alimentation et les pathologies, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, mais aussi beaucoup d'autres. Au cours donc, de cette présentation, je me limiterai aux interactions médicamenteuses. Les interactions médicamenteuses, elles peuvent survenir à toutes les étapes du devenir du médicament dans l'organisme, au niveau de l'absorption, du métabolisme, de la distribution et de d'élimination, ou même aussi au niveau de l'action des sites récepteurs, en particulier de la pénétration des médicaments de la lymphocyte. Le principal lieu où on lit les interactions médicamenteuses, c'est au niveau du foie. C'est là que se passent la plupart des interactions médicamenteuses, même si certaines peuvent survenir au niveau de l'absorption, par exemple avec les médicaments, les pansements digestifs, tous les médicaments qui modifient le pH gastrique. Alors au niveau du foie, comment ça se passe? Il y a des enzymes qui ont pour rôle d'éliminer les médicaments qu'on appelle les cytochromes P450. Donc les cytochromes P450, le rôle, c'est de rendre hydrophiles les médicaments qui sont dans l'organisme pour pouvoir les éliminer. Le principal cytochrome P450 qui est présent dans l'organisme, c'est une enzyme qu'on appelle le cytochrome P450-3A4 qui est exprimé en grande quantité dans le foie. Et de nombreux médicaments sont métabolisés par ce cytochrome P450. Par exemple, des médicaments leader-calciques dans l'hypertension artérielle, les morphiniques, beaucoup d'anticancéreux, les statines pour faire baisser le cholestérol, certains antimigraineux, les antipaludéens, médicaments de l'impuissance, le Viagra, les corticoïdes, et puis bien sûr des antirétroviraux, antiprotéases, inhibiteurs d'intégrase. Donc vous voyez comme il y a beaucoup de médicaments qui sont métabolisés par cette enzyme, à ce niveau-là, il y a un risque très important d'interaction médicamenteuse. Dans ces interactions, il y en a deux types, l'induction et l'inhibition. On va commencer par parler de l'induction. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, la rifampicine, qui est donc un des médicaments majeurs de la tuberculose, est un médicament qui est extrêmement inducteur enzymatique, c'est-à-dire qu'il va augmenter dans le foie l'expression du cytochrome P450-3A4. Et donc, comme il y aura beaucoup plus de cytochrome P450-3A4, les médicaments vont être plus métabolisés, ce qui va faire baisser les concentrations des médicaments qui sont métabolisés par ce cytochrome P450. Pardon. Vous voyez ici, par exemple, avec la rifampicine, vous voyez donc 100, c'est les concentrations habituelles de ces médicaments, et bien que pour la plupart des inhibiteurs de protéase, on a des concentrations extrêmement diminuées de la plupart des inhibiteurs de protéase en présence de rifampicine, avec des concentrations qui sont entre 20 et 40% des concentrations quand le médicament est administré sans rifampicine. Quels sont les médicaments qui sont inducteurs enzymatiques? Il n'y en a pas tant que ça. Il y a certains anticonvulsivants, donc le médicament utilisé dans l'épilepsie, phénobarbital, carbamazépine, diphénylialtoniine, diidan. Dans les états tuberculeux, la rifampicine et en de moindre mesure la rifadine.
certains antirétroviraux, les favirenses et névirapines, et puis certaines plantes, et là on ne connaît pas grand-chose sur le caractère inducteur des plantes, mais par exemple le millepertuis est inducteur enzymatique, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres qu'on ne connaît pas. Par exemple, là vous voyez avec le millepertuis, les concentrations de l'indinavir, donc moins utilisé maintenant seul ou en présence du millepertuis, mais vous voyez une diminution très importante des concentrations d'indinavir en présence de millepertuis. Donc tout ça pour dire qu'il faut penser aussi aux plantes qui sont co-administrées avec des traitements plus classiques. Alors, si on revient à une interaction quand même qui est très importante chez les patients infectés par VIH et ayant la tuberculose, l'interaction lopinavir-rifampicine. Donc voilà, c'est une étude qui a été faite chez des volontaires sains. Vous voyez ici donc, les concentrations minimales de lopinavir chez des patients volontaires sains qui diminuent quand on rajoute la rifampicine, et on peut retrouver les concentrations avant administration de rifampicine de deux façons différentes, soit en doublant les doses de lopinavir-ritonavir, ce sont les points noirs, soit en passant une administration 1-1, c'est-à-dire qu'on met autant de ritonavir que lopinavir, c'est-à-dire 400 mg de lopinavir et 400 mg de ritonavir. Donc ça, ce travail fait chez volontaires sains a été confirmé chez des patients adultes infectés. Vous voyez ici les concentrations de lopinavir avec, donc sans rifampicine et avec rifampicine, mais administré ici dans un ratio 1-1. Bien, vous voyez que grâce à l'augmentation des posologies de ritonavir, on arrive à peu près à retrouver les concentrations qu'on aurait eues sans rifampicine. Alors, chez l'enfant, deux possibilités, là encore. La première possibilité, c'est de doubler les doses de lopinavir, mais vous voyez ici dans cette étude qui était parue il y a 1 an, que quand on double les doses de lopinavir chez l'enfant, eh bien, donc ça, c'est les points noirs, on a des concentrations de lopinavir qui sont faibles et qui ne sont pas égales du tout aux concentrations de lopinavir sans rifampicine chez l'enfant. Donc, la solution qui consiste à doubler les doses de Kaletra chez l'enfant n'est pas correcte. Et la seule possibilité, c'est d'utiliser le lopinavir avec du ritonavir dans un ratio 1-1. Vous voyez dans cette étude chez l'enfant, eh bien, quand on donne le lopinavir avec un ratio 1-1 associé à la rifampicine, eh bien, on a des concentrations minimales ici de 3,94, qui n'est pas très différente de celle du lopinavir administré seul dans un ratio 4-1. Donc, chez l'adulte, on peut soit doubler les doses de Calet3, soit mettre un ratio lopi-rito 1-1 chez l'enfant. La seule solution actuellement qui fonctionne, c'est de donner le Kaletra avec du lopinavir en plus pour obtenir un ratio 1-1. Alors, quel est l'effet maintenant de la rifampicine sur les favirenses? L'effet de la rifampicine sur les favirenses est variable en fait en fonction des polymorphismes génétiques. Je n'ai pas trop le temps de mettre dans là, mais vous voyez qu'en fonction du terrain génétique des patients, il peut y avoir soit une faible diminution des concentrations des favirenses en présence de rifampicine, ici les points gris, soit en fonction d'autres terrains génétiques, au contraire une augmentation des concentrations des favirenses en présence de rifampicine. Donc globalement, la rifampicine diminue soit légèrement les concentrations des favirenses, soit au contraire les augmente en fonction du terrain génétique. Pour ce qui est de la névirapine, la rifampicine diminue les concentrations de névirapine. Vous voyez les concentrations de névirapine ici sans efavirense et avec efavirense. On diminue au moins par 2 les concentrations de névirapine. Et pour l'instant, on n'a pas de schéma posologique à proposer pour la névirapine en présence de rifampicine. Donc c'est une association à éviter. Donc les recommandations pour l'association rifampicine avec des antirétroviraux. Alors c'est, je n'ai pas le temps d'en parler, mais d'éviter l'AZT, puisqu'en effet, il y a une diminution de l'AZT de 50% en présence de rifampicine. On n'en connaît pas les conséquences, mais c'est réel. Donc c'est probablement une diminution de l'efficacité de l'AZT en présence de rifampicine. Il faut préférer l'efavirense ou lopinavir à la névirapine, puisque les concentrations d'efavirense ne sont pas affectées, soit ou alors au contraire sont un peu augmentées en présence de rifampicine.
donc en utilisant les doses habituelles des favirenz tant chez l'adulte que chez l'enfant. Et pour l'opinavir, soit on passe une posologie 1-1 tant chez l'enfant que chez l'adulte, soit on double la posologie de l'opinavir, ce qui est tout à fait possible chez l'adulte. Alors maintenant, on va passer aux interactions par inhibition. Donc, vous savez que le ritonavir est un inhibiteur extrêmement puissant du cytochrome P453AK dont je viens de parler. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait favorable quand il est associé au lopinavir, puisque l'association lopinavir-ritonavir permet d'augmenter très fortement les concentrations de lopinavir. Vous voyez ici les concentrations de lopinavir seul et ici en présence de ritonavir. Mais ça a aussi un inconvénient puisque ça provoque des interactions médicamenteuses avec de nombreux médicaments. Donc là, je vais choisir une classe thérapeutique qui sont les antipa. Alors, des interactions, on en a avec les statines pour faire baisser le cholestérol. Il y a 2 statines qui ne sont pas métabolisées par les cytochromes P450, qui sont la pravastatine et la rosuvastatine. Donc, c'est ces 2 hypolimébions qu'il faut utiliser de préférence chez les patients VIH. Et pas cela, parce qu'il y a la conséquence, une augmentation des concentrations de ces statines avec un risque de rhabdomyolyse et donc de toxicité importante pour le patient. Et donc je centrerai maintenant quelques diapos sur les interactions avec les antipaludéens. Alors, premier antipaludéen, un des plus anciens, la quinine. Alors, chez la quinine, on a peu de données sur les interactions antirétroviraux et quinine. On a uniquement des données chez le volontaire sain. Vous voyez ici, alors on ne voit pas très bien, mais là, donc en abscisse, c'est le temps, là, c'est les concentrations. Et vous voyez qu'il y a une augmentation très importante des concentrations de quinine en présence de ritonavir chez des volontaires sains. Donc ça, c'est lourd de conséquences, puisqu'on sait que la quinine a une toxicité cardiaque importante, avec allongement du QT et risque de torsade de pointe. Et donc, le risque d'administrer une association ritonavir-quinine, c'est une toxicité cardiaque. Alors, encore une fois, il n'y a pas d'études chez les patients infectés, uniquement chez les volontaires sains, mais il y a un risque potentiel très important. Et par contre, avec l'efavirenz et l'anivirapine, qui sont des médicaments inducteurs enzymatiques, le risque, c'est d'une inefficacité de la quinine par diminution des concentrations plasmatiques de quinine. Donc, l'association ritonavir-quinine est, si possible, en fonction des possibilités thérapeutiques, à éviter. Avec une autre association, qui est l'association artéméter-luméfantrine, qui est elle aussi très utilisée. Qu'est-ce qu'on a? On a une augmentation des concentrations plasmatiques. Alors, on a effectivement la luméfantrine. Les concentrations sont légèrement augmentées en présence de ritonavir, mais il y a une étude là, donc, qui a été montrée à la CROI la semaine dernière, qui a montré qu'en présence de lopinavir-ritonavir, il y a au contraire une augmentation, donc une augmentation légère des concentrations d'artéméter-luméfantrine, et la conséquence, c'est au contraire une amélioration du traitement, du taux de guérison du paludisme chez les patients qui reçoivent du lopinavir-ritonavir. En présence de névirapine et favirenz, on n'a pas de données, mais il y a probablement une diminution des concentrations d'artéméter-luméfantrine en présence de ces molécules. Donc, dans le traitement du paludisme, il faut préférer l'association artéméter-luméfantrine à la quinine, surtout si le patient est traité par lopinavir-ritonavir, à condition que le patient puisse le prendre par voie orale. À l'association chlamydia-artésunate, il y a des cas d'hépatotoxicité qui ont été décrits. Vous voyez ici qu'une augmentation, on ne voit pas très bien, mais disons que ça, c'est les transaminases ici en ordonnée. En abscisse, c'est le temps. Donc, une augmentation des transaminases avec cette association. Donc, c'est une association à éviter. Donc, la prise en charge du paludisme chez les patients traités par antirétroviraux. Donc, en résumé, il faut préférer l'association luméfantrine-artéméter à la quinine pour traiter les patients. Et en cas d'utilisation de la quinine, un ECG est souhaitable pour sauver la toxicité cardiaque avec le risque d'allongement du QT et de torsade de pointe. Alors, il y a aussi de nombreuses autres interactions significatives. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de toutes les citer ici. Mais encore une fois, avec les plantes, peu de choses sont connues. Donc, les patients doivent être avertis du danger éventuel d'associer
des plantes avec les antirétroviraux, parce qu'on ne sait pas si ces plantes sont inhibiteurs ou éventuellement inducteurs. Les contraceptifs, parfois il y a des données contradictoires. Attention au Viagra, où on recommande de diminuer au moins par moitié les doses de Viagra en présence de Kaletra. Faire attention à certains anesthésiques. Les antimigraineux, par exemple la dihydroergotamine, il y a un risque de nécrose des extrémités par des crises d'ergotisme. Il a été décrit aussi avec les corticoïdes des syndromes de Cushing, c'est-à-dire les patients qui prennent même des corticoïdes par voie inhalée, les asthmatiques, des interactions avec le ritonavir et l'apparition de syndrome de Cushing chez les patients VIH traités par corticoïdes inhalés. Donc en conclusion, il y a de nombreuses situations d'interaction médicamenteuse possibles avec les antirétroviraux. Il faut toujours y penser en raison du risque soit d'inefficacité, soit de toxicité du traitement. Alors comment trouver l'information? Il y a de nombreux sites. Bon, d'abord, c'est écrit dans la plupart des bases de données, papier, comme le Vidal. Et puis, il y a de nombreux sites disponibles. J'en ai mis quelques-uns ici. Mais il y a un site qui s'appelle HIV Interaction, où on peut retrouver toutes ces données d'interaction présentées sous forme de table. Et on peut voir si une association est potentiellement dangereuse ou non pour le patient. Et le risque, en fait, c'est dès qu'on commence à utiliser deux médicaments de deux domaines différents, avec des spécialistes d'un domaine ou d'un autre, qui ne connaissent pas. Dans le cas du VIH strict, souvent les gens connaissent bien les interactions, mais c'est dès qu'on sort du VIH que le risque est important. Voilà, je vous remercie.